Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser une question cruciale pour l'avenir de l'Afrique des Grands Lacs. Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda, peut-il réellement naviguer le nouvel ordre mondial façonné par Donald Trump? La réponse à cette question n'est pas aussi simple qu'il y paraît. D'un côté, nous avons un dirigeant africain qui vante publiquement l'approche transactionnelle de Trump, affirmant même préférer les résultats concrets aux théories sur la démocratie et les droits de l'homme. De l'autre, nous observons un accord de paix censément historique qui s'effondre quelques jours seulement après sa signature à Washington. Alors, qui est vraiment en position de force ici? Trump, le faiseur de paix autoproclamé? Kagame, le stratège chevronné? Ou y a-t-il un jeu beaucoup plus complexe en cours, où chacun poursuit ses propres intérêts sous couvert de diplomatie? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. L'accord de Washington, une paix en trompe-l'œil. Début décembre 2025, la Maison-Blanche a organisé ce que Trump a qualifié de « jour formidable pour le monde ». Avec force fanfare, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, présidents de la RDC, ont signé les « accords de Washington pour la paix et la prospérité ». L'accord promettait non seulement la paix, mais aussi une coopération économique, Washington s'engageant à acheter des minerais de terres rares des deux pays. Mais regardons au-delà du spectacle médiatique. Ce qui s'est réellement passé dans cette salle révèle beaucoup plus que les communiqués de presse officiels. Les deux présidents africains ne se sont pas serrés la main. Ils ont évité les regards l'un de l'autre pendant toute la cérémonie de 50 minutes. Le langage corporel ne ment pas, mes amis. Cet accord a été signé par les mains, mais certainement pas par les cœurs. Et devinez quoi? Même pendant que les discours se faisaient à Washington, les combats continuaient sur le terrain en RDC orientale. Des affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se poursuivaient comme si de rien n'était. À Kamanyola, une ville près des frontières du Rwanda et du Burundi, les bombes tombaient pendant que Trump déclarait fièrement avoir mis fin à la 8e guerre depuis son retour au pouvoir. Un résident de Kamanyola a déclaré à l'Associated Press « Hier, nous avons vu que des accords ont été signés, mais nous ne voyons aucun impact positif sur cette situation, et cela nous inquiète. Nous ne voyons que des bombes tomber sans savoir de quel côté elles viennent. » Voilà la réalité sur le terrain. Une réalité qui contraste fortement avec les autocongratulations à Washington. La vraie motivation, les minerais critiques. Parlons franchement. Pourquoi Trump s'intéresse-t-il soudainement à un conflit qui dure depuis 30 ans dans une région que la plupart des Américains ne peuvent pas situer sur une carte? La réponse tient en deux mots, minerais critiques. La RDC détient les plus grandes réserves mondiales de cobalt, environ 70% de la production mondiale. Le pays possède également 60% des réserves mondiales de coltan, un minéral essentiel pour la fabrication de condensateurs utilisés dans les smartphones, les véhicules électriques et autres technologies avancées. Sans oublier le lithium, le cuivre et l'uranium. Or, devinez qui contrôle actuellement l'essentiel de ces ressources? La Chine. Et c'est là que le bâtiment blesse pour Trump. Trump lui-même n'a fait aucun effort pour cacher ses intentions. Avant d'accueillir les dirigeants à la Maison-Blanche, il a déclaré aux journalistes que l'accord permettait aux États-Unis d'obtenir beaucoup de droits miniers du Congo. Il a ajouté « Nous allons envoyer certaines de nos plus grandes et meilleures entreprises américaines dans ces deux pays. Tout le monde va gagner beaucoup d'argent. » Voilà le langage de Trump, transactionnel, direct, sans fioritures diplomatiques. Pour lui, la paix n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'accéder aux ressources dont l'Amérique a besoin pour concurrencer la Chine. Le document signé prévoit explicitement l'établissement d'un cadre d'intégration économique régionale pour développer le commerce extérieur et les investissements dans les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques, reliant spécifiquement les deux pays en partenariat, selon les cas, avec le gouvernement américain et les investisseurs américains. Kagame, le grand stratège. Maintenant, parlons de Paul Kagame et de sa manière de jouer cette partie d'échecs géopolitique. Dans une interview accordée à Al Jazeera quelques jours après la signature, Kagame a fait des déclarations assez révélatrices. Il a loué l'approche de Trump, affirmant qu'elle se concentre sur des accords transactionnels qui se traduisent par des améliorations dans la vie des gens, plutôt que sur des théories sur la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. C'est un positionnement politique extrêmement calculé. Kagame sait parfaitement que les administrations occidentales précédentes l'ont souvent critiqué pour ses pratiques autoritaires, sa longévité au pouvoir et ses violations présumées des droits de l'homme. Avec Trump, il voit une opportunité de redéfinir les termes de l'engagement. Kagame a expliqué que des décennies d'engagement rhétorique de l'Occident n'ont pas réussi à se traduire par une amélioration du niveau de vie des Africains, alors que l'intérêt de Trump réside dans des résultats mesurables et un bénéfice mutuel. « J'aime les gens qui veulent des résultats », a-t-il déclaré. Mais regardons les faits sur le terrain.
Moins d'une semaine après la signature de l'accord, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon les Nations Unies et les États-Unis, ont pris le contrôle d'Uvira, un centre stratégique situé à la frontière avec le Burundi et deuxième plus grande ville du Sud Kivu. Le ministre des Affaires étrangères du Burundi a comparé cette prise d'Uvira à un « doigt d'honneur » adressé aux États-Unis. Signer un accord et ne pas le mettre en œuvre est une humiliation pour tout le monde, et principalement pour le président Trump, a-t-il déclaré à l'AFP. Alors, que fait Kagame? Il rejette toute responsabilité et accuse la RDC et le Burundi d'être à l'origine de l'escalade. Dans un discours prononcé lors d'une cérémonie le 11 décembre, il a déclaré « Je vois des gens de différents endroits dire que cet accord a été violé. Comme si, quand nous l'avons signé, tout allait bien, et qu'à notre retour ces combats se sont produits. C'est du Kagame pur jus. Nier, dévier, contre-attaquer. Une stratégie qu'il maîtrise depuis des années. Le dilemme américain. Maintenant, regardons les choses du point de vue américain, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le 12 décembre, à peine 8 jours après la signature de l'accord, l'ambassadeur américain à l'ONU, Mike Waltz, a tenu des propos particulièrement durs contre le Rwanda devant le Conseil de sécurité. Au lieu de progresser vers la paix, comme nous l'avons vu sous la direction du président Trump ces dernières semaines, le Rwanda mène la région vers plus d'instabilité. Il a dénoncé l'ampleur et la sophistication de l'implication du Rwanda dans la RDC voisine, affirmant que Kigali a exercé un contrôle stratégique sur le M23 et a été intimement impliqué dans la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC. Et vers la guerre. Il a précisé que les forces de défense rwandaises ont fourni du matériel, de la logistique et un soutien à la formation au M23, ainsi que combattu aux côtés du M23 en RDC avec environ 5 000 à 7 000 soldats début décembre. Waltz a ajouté « Nous allons utiliser les outils à notre disposition pour tenir responsables ceux qui entravent la paix. » Voilà qui est clair. Mais voici la question cruciale. Trump va-t-il vraiment sanctionner le Rwanda? Va-t-il mettre en péril l'accès aux minerais pour punir Kagame? C'est le grand dilemme de l'approche transactionnelle de Trump. D'un côté, il veut être vu comme un faiseur de paix qui mérite le prix Nobel. Il n'a jamais caché cette ambition. De l'autre, il a besoin de Kagame et de la stabilité régionale pour accéder aux minerais que les États-Unis convoitent. Les risques pour Kagame. Malgré son apparente confiance, Kagame navigue en eau trouble, et il le sait. D'abord, il y a la question des sanctions américaines. Bien que Washington ait jusqu'à présent sanctionné des individus comme le général James Kabarebe pour leur implication présumée dans les conflits de l'Est du Congo, des sanctions plus larges contre le Rwanda pourraient avoir des conséquences économiques significatives. Ensuite, il y a la question des tarifs douaniers de Trump. Début 2026, Trump a annoncé des tarifs douaniers universels qui ont secoué les marchés mondiaux. Bien que les responsables rwandais aient publiquement présenté l'impact des tarifs comme gérable, voire comme une opportunité de réforme structurelle économique, la politique renforce les préoccupations concernant l'imprévisibilité de l'engagement américain. Un rapport récent de CAJ News Africa note que, à travers l'Afrique, les dirigeants politiques et économiques expriment des inquiétudes concernant certains aspects de la politique des États-Unis sous le président Donald Trump, des stratégies tarifaires agressives aux sanctions et à la diplomatie transactionnelle. De plus, la communauté internationale observe de près. L'Union africaine, traditionnellement réticente à critiquer ouvertement un État membre, commence à montrer des signes d'impatience face au rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC. Mais le risque le plus important pour Kagame pourrait être interne. Le Rwanda a construit son identité post-génocide sur la stabilité, la sécurité et le développement économique. Si l'aventurisme du Rwanda en RDC commence à être perçu comme menaçant cette stabilité, que ce soit par des sanctions internationales, un isolement diplomatique ou des représailles militaires, Kagame pourrait faire face à des pressions internes. L'échiquier complexe des intérêts. Ce qui rend cette situation fascinante, c'est la complexité des intérêts en jeu. Trump veut ses minerais et son prix Nobel de la paix. Kagame veut sécuriser les intérêts du Rwanda dans l'est de la RDC tout en maintenant de bonnes relations avec Washington. Tshisekedi veut rester au pouvoir et empêcher la désintégration de son pays. La Chine veut maintenir son emprise sur les chaînes d'approvisionnement en minerais. L'UE veut éviter une crise humanitaire encore plus grande. Le Burundi ne veut pas d'une guerre à sa frontière. Et au milieu de tout cela, il y a des millions de Congolais ordinaires qui continuent de souffrir, de fuir leur maison et de mourir dans un conflit qui dure depuis plus de 3 décennies. Un résident de Goma, une ville clé de l'Est du Congo saisie par les rebelles début 2025, a déclaré « Nous sommes toujours en guerre. Il ne peut y avoir de paix tant que les lignes de front restent actives. » C'est cette réalité humaine qui est souvent oubliée dans les calculs géopolitiques. Pour les populations de l'Est de la RDC, l'accord de Washington n'est qu'un autre morceau de papier signé par des dirigeants lointains qui n'ont jamais connu la terreur d'entendre des bombes tomber sur leur village. Kagame peut-il survivre à cette partie?
Revenons à notre question centrale. Kagame peut-il naviguer ce nouvel ordre mondial sous Trump? La réponse est probablement oui, mais pas sans risque significatif. Kagame a plusieurs atouts dans sa manche. Il est un politicien expérimenté qui a survécu à de multiples administrations américaines, de Clinton à Biden. Il comprend le langage du pouvoir et sait comment jouer sur les rivalités entre grandes puissances. Sa capacité à s'adapter aux différents styles de leadership américain, de l'idéalisme libéral de Clinton à la réelle politique transactionnelle de Trump, est impressionnante. De plus, Kagame offre quelque chose que Trump veut vraiment, un accès aux minerais critiques et une façade de succès diplomatique en Afrique. Tant que Kagame peut maintenir cette valeur stratégique, il a une certaine marge de manœuvre, mais cette marge de manœuvre n'est pas illimitée. Les États-Unis ont clairement déclaré qu'ils ne toléreront pas indéfiniment les violations de l'accord de Washington. L'ambassadeur Waltz a parlé d'utiliser les outils à notre disposition pour tenir responsables ceux qui entravent la paix. Le vrai test viendra dans les prochains mois. Si le M23 continue ses offensives, si les violations du cessez-le-feu se multiplient, et si la situation humanitaire se détériore encore davantage, Trump sera sous pression pour agir. Non pas par altruisme, Trump n'est pas connu pour cela, mais parce que l'échec de son accord historique nuirait à son image de faiseur de paix. Les leçons pour l'Afrique. Cette saga Kagame-Trump offre des leçons importantes pour le continent africain dans son ensemble. Première leçon, la diplomatie transactionnelle de Trump est une arme à double tranchant. Elle peut offrir des opportunités pour les dirigeants africains qui sont prêts à jouer le jeu, mais elle comporte aussi des risques. Les relations basées uniquement sur l'intérêt mutuel sont fragiles et peuvent se désintégrer rapidement lorsque les intérêts divergent. Deuxième leçon, l'Afrique ne peut pas compter uniquement sur des médiateurs externes, qu'il s'agisse de Trump, de l'UE ou de quiconque d'autre, pour résoudre ces conflits. L'Union africaine et les mécanismes régionaux doivent être renforcés. Le fait que Tshisekedi ait contourné les mécanismes africains pour aller directement à Trump, comme l'a souligné Kagame lui-même, est révélateur d'un problème plus profond. Troisième leçon, les minerais sont une bénédiction et une malédiction. La RDC, malgré ses immenses richesses minérales, reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Le Rwanda, avec des ressources naturelles limitées, a réussi à maintenir une croissance économique relativement stable. Ce paradoxe suggère que la gouvernance compte plus que les dotations en ressources naturelles. Quatrième leçon, la réelle politique internationale n'a pas disparu avec la fin de la guerre froide. Les grandes puissances, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la Chine, continueront de poursuivre leurs intérêts en Afrique. Les dirigeants africains doivent apprendre à naviguer dans ces eaux sans sacrifier la souveraineté et le bien-être de leur population. Alors, pour conclure, Kagame peut-il naviguer le nouvel ordre mondial sous Trump? La réponse est oui, il le peut et il le fait actuellement avec une habileté remarquable. Mais à quel prix? Le vrai danger pour Kagame n'est pas nécessairement Trump, les sanctions ou même la pression internationale. Le vrai danger est que, dans sa quête de sécurité et d'influence régionale, il pousse le Rwanda dans un engrenage de conflits dont il pourrait être difficile de sortir. L'histoire nous enseigne que même les stratèges les plus habiles peuvent être pris au piège de leurs propres tactiques. Kagame a construit sa réputation sur la capacité du Rwanda à assurer la sécurité et le développement. Si cette réputation commence à s'effriter, que ce soit à cause de sanctions, d'isolement international ou d'instabilité interne, même son habileté politique pourrait ne pas suffire. Pour le moment, Kagame joue une partie complexe avec plusieurs coups d'avance. Mais dans le jeu d'échecs géopolitique, un seul faux mouvement peut tout changer. Et avec un partenaire aussi imprévisible que Trump, le risque de faux pas est toujours présent. La question n'est donc pas seulement si Kagame peut naviguer ce nouvel ordre mondial, mais combien de temps il pourra le faire sans que les contradictions de sa stratégie ne le rattrapent. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Cette situation évolue rapidement, et il y aura certainement d'autres développements à analyser dans les semaines et mois à venir. Abonnez-vous pour ne rien manquer, et à très bientôt pour une nouvelle analyse.